Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Frédérique Schloos, directrice générale déléguée à la recherche, l'expertise, la valorisation et l'enseignement au Muséum d'histoire naturelle pour nous présenter la Korrigan, navire de recherche bas carbone. On parlera du sommet de l'océan. Dans notre débat, on fera un bilan de santé du commerce équitable. Son chiffre d'affaires est en hausse malgré une baisse générale de la consommation alimentaire. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Solar Brothers, ces produits qui fonctionnent à l'énergie solaire, du briquet au four professionnel. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Frédérique Schloos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice générale déléguée à la recherche, l'expertise, la valorisation et l'enseignement au Muséum d'histoire naturelle. On va parler de préservation de l'océan à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui démarre le 9 juin à Nice. Mais d'abord, vous allez nous présenter la Korrigan. C'est un navire de recherche bas carbone du muséum. Ça veut dire que le Muséum d'histoire naturelle fait de la recherche déjà. On peut commencer par dire ça, et beaucoup. Oui, bien sûr. Il y a 16 laboratoires mixtes qui sont associés au muséum. Donc on a effectivement beaucoup de chercheurs qui travaillent beaucoup évidemment sur la biogéodiversité passée, actuelle, et sur tous les impacts en fait que la biodiversité subit aujourd'hui. Oui, effectivement. Comment, à travers ces expositions, le Muséum d'histoire naturelle joue un rôle de sensibilisation sur cette thématique-là, mais sur les autres thématiques en général? Alors en fait, toutes les expositions sont conçues avec des chercheurs. Il y a toujours un commissariat scientifique et donc des chercheurs du muséum, mais pas forcément uniquement des chercheurs du muséum. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre les connaissances scientifiques, les dernières connaissances scientifiques à l'ensemble des publics. Donc il y a des expositions, mais il y a aussi des vidéos, il y a aussi des podcasts, il y a aussi des livres. Il y a beaucoup de choses en fait. On essaye de toucher tous les publics. Oui. Avec une volonté de vulgarisation, ce qui n'est pas forcément évident quand on parle d'une recherche scientifique qui peut être complexe jusqu'au grand public. Effectivement, c'est pas toujours facile, mais on est aidé aussi par des professionnels, qui sont des professionnels de la muséologie pour faire ces expositions. Et donc, on essaye de s'adapter à un discours qui soit accessible à tous, mais toujours très rigoureux. Alors, cette Korrigan, ce bateau, déjà, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors, c'est un bateau qui fait 15 mètres environ, qui est chargé d'étudier les écosystèmes côtiers, qui est basé à Saint-Malo, puisque le muséum a aussi 2 stations marines, une station marine qui est à Dinard et la plus vieille station marine encore en activité qui est à Concarneau. Et donc ce bateau est basé à Saint-Malo, à côté de la station marine de Dinard, et il a pour objectif de pouvoir inventorier les écosystèmes, les espèces de cette côte qui est extrêmement fragile, puisqu'il y a beaucoup d'impacts aujourd'hui que subissent ces écosystèmes côtiers. Donc c'est un bateau qui sert à la recherche, à la sensibilisation aussi. J'imagine que cet objectif-là existe aussi. Alors, beaucoup à la recherche, parce que c'est un bateau laboratoire. Un bateau laboratoire, donc bas carbone, parce qu'il fonctionne, c'est un prototype qui fonctionne sur un moteur hybride, donc avec électrique en grande partie. Et donc, il y a un laboratoire aussi qui a été installé. Il a été conçu spécialement pour faire de la recherche. Et donc, on peut commencer à faire les premières études, les premiers inventaires de la biodiversité. Et puis, pour l'analyse aussi moléculaire des différentes espèces. On peut commencer, les scientifiques qui sont à bord peuvent commencer à travailler sur le bateau. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des échantillons qu'on emmène ensuite dans un labo, c'est ça l'idée? Non, il y a des microscopes, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Et puis le fait, en fait, qu'il soit hybride fait qu'il n'avance pas très très vite. Et ça, c'est un atout. Et c'est un atout parce que ça permet de travailler sur le bateau le plus rapidement possible une fois que les spécimens ont été collectés. Je parlais de sensibilisation parce qu'il a fait un passage à Paris. Ce bateau, cette Korrigan, c'était à la mi-mai. Dans quel cadre ? Alors, ce bateau est venu pendant 3 jours à Paris, sur la Seine, au pied de la Tour Eiffel, en face du Musée de l'Homme, qui est aussi un site du Muséum national d'histoire naturelle. Et l'idée, c'était de sensibiliser aux questions de l'océan. Et donc, il y a eu conférences de presse, invitations aussi d'un certain nombre de personnalités. Des écoles sont venues aussi pour
parler de ces grandes questions qui vont être abordées dans le cadre de l'UNOC, donc la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin. Ouais, avec ce constat, hein, c'est l'Office français de la biodiversité qui nous dit que 33% des récifs coralliens, des requins, des espèces associées et un tiers des mammifères marins sont menacés. En 30 ans, on parle de la disparition de 50% des récifs coralliens. Est-ce que cette tendance, elle a tendance à s'aggraver, ou alors, parce qu'il y a quand même des efforts internationaux dont on parle notamment ici, ces efforts ont permis de stopper l'hémorragie? Ça dépend. Oui. En fait, quand il y a des efforts réels qui sont faits, on voit qu'il y a une réapparition, une augmentation de cette biodiversité. Oui. On peut prendre l'exemple du thon rouge en Méditerranée, où il y a eu des interdictions de pêche pendant plusieurs années. Et là, on voit le thon rouge réapparaître en Méditerranée. Mais c'est vraiment lié à des programmes spécifiques. Et donc, globalement, ça a quand même tendance à décliner, la biodiversité. Mais ce qui est rassurant, c'est que quand on s'en occupe, en quelque sorte, la nature, je simplifie, mais la biodiversité reprend ses droits relativement vite, quoi. Il y a quand même une capacité de régénération qui est assez bluffante. Et donc, ça donne encore plus d'importance à ce rendez-vous du 9 au 13 juin à Nice, la France et la ville de Nice qui accueille la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Pourquoi il est crucial, ce rendez-vous ? Il est crucial parce que l'océan, c'est quand même la vie. C'est l'origine de la vie déjà. Hein. Nous sommes tous sortis de l'océan. La première faune et flore est sortie de l'océan. Et puis parce que l'océan, c'est aussi indispensable dans le climat, absorbe le CO2, produit de l'oxygène. C'est une biodiversité extrêmement riche. Il y a quand même beaucoup de populations qui dépendent de cette ressource qu'est l'océan. Et puis, je dirais aussi parce que l'océan, c'est plein d'émotions quand on regarde ce qui se passe sous l'eau, quand on voit du haut d'une falaise ces espaces maritimes. Donc c'est indissociable de notre vie en tant qu'humain. Quelle place, quel rôle va jouer le Muséum d'histoire naturelle dans le cadre de cette conférence des Nations Unies? Vous y serez, vous allez participer à des événements, des tables rondes. Ce sera quoi le rôle du muséum? Alors on va y être de plein de manières différentes. Ouais. On va y être, vous parliez de diffusion tout à l'heure, il y a une exposition dans la gare de Nice. On va être très présent au niveau du grand public pendant toute cette période. On va aussi participer juste avant ce grand sommet des Nations Unies. Il y a une conférence internationale qui réunit des milliers de chercheurs. Donc on va participer à cette conférence scientifique internationale qui va ensuite délivrer des messages adressés aux décideurs. On va être là aussi pendant le cadre de l'UNOC, de toutes ces grandes réflexions internationales, parce qu'il y a des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup. Qui sont cette pêche durable, qui sont la question des pollutions plastiques, qui sont la question des aires marines protégées. Donc on va être, et puis la place de la science, bien sûr, pour appuyer la décision. Oui, alors c'était la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a sans doute pas mal de frustration chez les scientifiques. Je vois votre réaction. La réponse est oui, quoi. Qui sont là pour éclairer les scientifiques et qui ne sont pas forcément entendus. Et malheureusement, si on parle de réchauffement climatique depuis des décennies, hein, on peut remonter 50 ans en arrière, facile. Oui, effectivement, on n'est pas vraiment entendu, mais on garde notre engagement pour pouvoir continuer à produire de la connaissance et des messages qui sont associés. Et donc là, la science, avec ce grand congrès scientifique, elle est quand même au cœur de l'appui aux décisions politiques. Et puis, il va y avoir aussi... on l'espère, une plateforme intergouvernementale qui va faire le lien entre science et décideurs, qui est un peu, mais alors c'est vraiment caricaturé, l'équivalent du GIEC, mais qui serait un GIEC de l'océan, qui s'appelle l'IPOS, ce panel international pour un océan soutenable. Et donc, si on pouvait arriver à ça aussi, ça nous permettrait de faire un lien qui puisse nous permettre de donner des messages, de délivrer des messages. Ouais. Je reviens à la Korigane qui est revenue, qui est repartie à Saint-Malo. Oui, qui est repartie et bien arrivée. Tout va bien, on est rassuré. Elle ne sera pas à Nice pour la conférence des Nations Unies, mais je crois qu'une de ses premières missions d'envergure, c'était en novembre 2024, le long de la côte d'Émeraude. Alors, c'est sûrement trop tôt pour donner des résultats, mais il y avait combien de scientifiques à bord? Comment on travaille sur ce bateau, en fait? Alors, sur ce bateau, on travaille
avec un nombre quand même restreint de scientifiques, parce que c'est un bateau de 15 mètres, on peut accueillir 7-8 scientifiques. Il y a aussi des marins qui sont présents, évidemment, et qui connaissent leur travail, parce qu'il faut avoir des marins expérimentés pour vous mettre au plus près des écosystèmes, au plus près de la côte. Il y a des plongeurs sous-marins aussi. Et ce travail qui avait été lancé au mois de novembre, ça fait partie d'un grand programme de recherche pour pouvoir inventorier la biodiversité et en parallèle faire un séquençage de l'ADN complet des espèces. Et donc il fallait aller chercher des espèces et commencer à préparer les matériaux pour le séquençage complet qui est parti ensuite au Génoscope. Merci beaucoup Frédéric Schluss et à bientôt sur Be Smart for Change. Bon sommet de l'océan à partir du 9 juin à Nice. On passe tout de suite à notre débat et cette question: comment se porte le commerce équitable ? On parle du commerce équitable avec Ludovic Brun-Lejon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Agriéthique, et Olivier Canon, bonjour. Bonjour. Responsable RSE de Cisco France. On va commencer par poser le décor. Agriéthique, c'est quoi? C'est un label? Agriéthique, c'est un label de commerce équitable sur les filières françaises. C'est-à-dire que quand vous retrouvez le petit logo Agriéthique sur les produits, notamment en GMS, vous avez l'assurance que le producteur est payé à un juste prix pendant 3 ans. D'accord. Et ça concerne à peu près toutes les filières de l'agriculture? En effet, ça concerne à la fois les filières végétales et animales et les produits finis. Ça peut être du pain, de la viennoiserie, ça peut être des galettes, des crêpes, ça peut être du sel, du pois chiche, du lait. C'est très diversifié. C'est vraiment très varié. Exactement. Cisco France, branche française d'un leader mondial de la distribution de produits alimentaires et non alimentaires pour les professionnels de la restauration. Ça veut dire quoi? Vous êtes c'est un grossiste alimentaire en quelque sorte, c'est ça votre métier? Exactement. Alors on dit sourceur parce qu'on va chercher les produits, producteur aussi en partie, et puis surtout distributeur de produits alimentaires pour les restaurants, parce que les restaurants, en fait, il y a toute une diversité de restaurants, de la restauration commerciale classique, des restaurants du coin de rue, à la restauration collective, toutes les écoles par exemple, ou les hôpitaux. Producteur, parce que ça veut dire que vous produisez aussi à partir de matières premières, c'est ça? Tout à fait, on va en parler. Et justement, on a 3 ateliers qui fabriquent des produits, une partie de nos produits, que ce soit des salades, des produits à base de poisson, des plats cuisinés, mais aussi des tartes, des feuilletés, voilà, toute une gamme de produits qui sont exclusifs et qu'on distribue donc pour la restauration. Et donc si on vous a réunis, c'est parce que vous avez signé un partenariat avec Agriéthique. Je vais vous poser la même question avec tous les deux. Je commence avec vous, Olivier Canon. Dans quel but? Pourquoi ce partenariat? Alors, faut rendre à César ce qui est à César. C'est un de nos fournisseurs qui nous a contactés, avec qui on travaille depuis longtemps, qui s'appelle Atlantique Alimentaire, qui nous a dit, voilà, on lance des produits Agriéthique et ça pourrait vous intéresser parce que, notamment pour des crêpes salées, ça pourrait tout à fait être pertinent. Donc ça, c'était le premier produit, c'est ça? Exactement, les premiers produits. Donc on a rencontré Ludovic, Agriéthique, et on a trouvé ça super intéressant parce que cette notion de juste rémunération des producteurs, d'engagement à plus long terme que ce qui se fait classiquement dans les filières de farine ou d'œufs ou des choses comme ça, nous a parlé. Donc on a beaucoup travaillé pour arriver à 3 finalement, Agriéthique, Atlantique Alimentaire et Cisco, arriver à faire ces produits. Par contre, la petite particularité, c'est que ce n'est pas des produits qu'on a créés, c'est finalement des produits que Atlantique Alimentaire fabriquait pour nous, qu'on a passé avec des matières premières agriétiques. D'accord. Donc c'était un challenge, parce que finalement, c'était des produits qui étaient déjà bien implantés, qu'on a fait passer agriétique, avec le discours de valeur qu'il y avait derrière, mais aussi un petit surcoût qu'il a fallu expliquer, bien sûr, à nos clients qui achetaient déjà ces produits. Et évidemment, Ludovic Brun-Lejon, qu'est-ce que ça représente de signer un partenariat comme celui-là? Alors c'est à la fois majeur et remarquable, c'est-à-dire qu'un acteur aussi important que Cisco s'engage dans le commerce équitable sur des contrats à 3 ans pour mieux rémunérer les producteurs, c'est génial en fait. Et donc l'intérêt, c'est que les œufs et le blé qui va permettre de fabriquer la farine, pour les produits finis, la crêpe, vont être payés justement sur un prix rémunérateur pour les agriculteurs. Et l'engagement dans la durée est extrêmement important. C'est ce que j'allais vous poser. Pourquoi 3 ans, c'est important? Alors, pourquoi 3 ans? C'est que ça permet à l'agriculteur d'avoir plus de visibilité.
alors déjà visibilité sur son prix, donc ça va lui permettre d'investir, mais aussi plus de visibilité pour envisager éventuellement une transition environnementale derrière. Oui, effectivement. Et alors ce partenariat, c'est le point de départ, c'est-à-dire qu'il y a d'autres produits que vous allez labelliser comme ça, Agrééthique, c'est ça? Complètement. Donc ça a été ce point de départ avec un autre fournisseur. Et c'est vrai que comme nous, je le disais, dans un autre atelier, on fabrique des tartes et des feuilletés. Assez logiquement, on s'est dit ça pourrait être intéressant de poursuivre la démarche. C'était pas l'histoire de lancer quelques produits agréétiques et puis de s'en arrêter là. L'idée, c'est de construire un effet de gamme, de pouvoir communiquer dessus, parce que c'est aussi, il faut expliquer à nos commerciaux, qui eux-mêmes expliquent aux restaurateurs cette logique de commerce équitable Nord-Nord. Donc on va poursuivre le développement. Là, il y a des lancements qui sont prévus là très prochainement sur d'autres produits. Oui, le commerce équitable, vous dites Nord-Nord, parce que ça ne concerne pas seulement les produits qui viennent de très loin et des pays du Sud. J'imagine que c'était ça la référence. Est-ce que justement c'est un argument que vos clients, c'est-à-dire les restaurateurs, utilisent de plus en plus vis-à-vis de leurs propres clients? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que le client final du restaurateur, il sait qu'il y a un label agréétique quelque part? Vous pointez du doigt une des difficultés, c'est que quand on va manger au restaurant, on n'a pas les labels sous les yeux, on ne sait pas forcément d'où viennent les produits que l'on mange, donc c'est une des difficultés. Mais par contre, de pouvoir leur expliquer et qu'eux-mêmes progressivement puissent le mettre en avant, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Puis un autre argument, il ne faut pas le cacher, dans toute la restauration collective, ça les intéresse aussi, parce que vous savez qu'ils doivent servir un certain nombre de produits. Oui. Voilà. On va parler de l'aiguillon réglementaire. Avec l'aiguillon réglementaire. Et ça, c'est vrai que important. c'est un point intéressant pour ces produits issus du commerce équitable. Est-ce que si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, Ludovic Brinjon, les agriculteurs de 2025, ils gagnent mieux ou moins bien leur vie que allez, on va remonter un quart de siècle en arrière, début du 21e siècle? Ça s'est amélioré, ça s'est aggravé? C'est compliqué. Parce que ça dépend des métiers, ça dépend des... C'est compliqué, ça dépend des filières. métiers, ça dépend des exploitations, ça dépend des filières, ça dépend des territoires. C'est important. Ça me permet de faire le lien avec le prix agréétique. Notre prix, il est différent d'un territoire à l'autre pour une même matière première. Parce que vous avez ce qu'on appelle des exploitations qui sont 100% céréalières, d'autres qui font de la polyculture élevage. Donc obligatoirement, le prix qui est basé sur les coûts de production n'est pas le même d'un territoire à l'autre. Donc la question en effet n'est pas simple. Par contre, ce qu'on constate, c'est que dans le cadre d'Agrééthique, vous savez, les prix sont déconnectés des marchés financiers. Ça, c'est extrêmement important. C'est un peu technique, mais c'est extrêmement important parce que quand les marchés financiers, quand le prix sur les marchés financiers des matières premières est bas, l'agriculteur ne vit pas de son métier. Et quand ce prix est trop haut, c'est le consommateur qui est impacté. Dans le cadre d'Agrééthique, c'est un modèle en parallèle. Comme on est sur un prix base, coût de production, plus une marge, on ne va pas être pénalisé par la volatilité, par la variation. Ça lisse la volatilité. Exactement, ça lisse la volatilité. Et c'est vrai que j'aime bien dire quand Trump fait des annonces sur les taxes douanières, nous, ça n'a aucun impact sur les prix payés aux agriculteurs qui sont engagés en agriculture. Et là, vous faites rêver beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas dans ce cas aujourd'hui avec les incertitudes commerciales liées au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quelques chiffres. L'Observatoire du commerce équitable nous dit que le chiffre d'affaires 2023 pour l'ensemble des produits équitables est en hausse de 1,8% malgré une baisse générale de la consommation alimentaire de près de 5%. C'est une relative bonne santé, relative, mais comment vous l'expliquez? Même si je me permets de faire le parallèle avec Agrééthique, parce qu'on a dévoilé nos chiffres dernièrement. Nous, on a une augmentation de plus 75% de notre chiffre d'affaires. On l'a ce chiffre d'affaires, 911 millions 2024. On est passé de 520 millions d'euros à 911 millions de CA de vente conso. Alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, parce que le consommateur, je dirais, est sensible à cette problématique de juste rémunération des agriculteurs. Et l'autre point important, c'est que les acteurs qui s'engagent en agriéthique, c'est des engagements de marque ou des engagements d'entreprise, des engagements stratégiques. Donc tout de suite, ça brasse des volumes importants. Je ne sais pas si on l'a vu ce chiffre, donc 911 millions d'euros 2024, hausse de 75%. Vous travaillez, Olivier Canon, avec les exploitants sur le concept d'indice de régénération. De quoi il s'agit et pourquoi c'est important? Alors c'est intéressant parce que justement, au-delà de ces notions de commerce équitable, donc de juste rémunération, c'est vrai qu'on se dit, on permet à l'agriculteur de mieux en vivre, mais aussi, c'est important, c'est d'avoir des éléments pour développer, pour investir. Et
notamment sur ces aspects d'investissement, ce qui nous semblait hyper intéressant dans la démarche agriéthique, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés à l'aspect entre guillemets social et économique. C'est qu'ils ont dit aussi, on va accompagner les agriculteurs pour financer la transition écologique vers d'autres pratiques agroécologiques, et notamment cet indice de régénération est un des éléments vers lequel Agriéthique accompagne les agriculteurs. Donc ça, c'est un point aussi qui est important pour nous, c'est que c'est le triptyque du développement durable, le social, l'économique, mais aussi les questions environnementales. Est-ce que vous essayez d'appliquer aussi ces principes à des produits qui viennent de beaucoup plus loin ? Alors, c'est plus compliqué, parce que c'est la source des informations, hein. Tous ces éléments-là se basent sur des données. Et c'est vrai que plus les produits viennent de loin, globalement, plus c'est compliqué d'obtenir des données sur les modes de production, etc. Par exemple, le label bio, par exemple, existe partout dans le monde, hein, le organic. Mais c'est vrai que les critères, les principes sont les mêmes. Dans certains pays où il n'y a pas forcément les contrôles derrière ces réglementations, ça fait en effet des labels qui ont parfois des géométries variables, même si globalement, on va dire que ça va dans le bon sens, mais il faut quand même être attentif à cette notion d'écart parfois entre les critères. Il nous reste 2 minutes 30 pour conclure ce débat. On va effectivement ouvrir ce chapitre que vous évoquiez tout à l'heure sur la réglementation. Il y a les lois Egalim, il y a la loi climat et résilience. Ludovic Brun-Dejean, à quel point ça a été un accélérateur ou pas, ou insuffisant pour le commerce équitable, pour la rémunération notamment des produits. C'est très clair. La loi climat et résilience, et notamment la loi Pacte 2019, est venue protéger le terme équitable pour éviter ces démarches de greenwashing, de juste rémunération, où il n'y a pas de garantie apportée par un label. Et la loi Egalim est venue envoyer un signal quand même positif, même si on sait qu'il y a encore des améliorations à apporter. L'intérêt, c'est d'inciter les acteurs de la restauration hors foyer à acheter des matières premières sur le principe notamment du commerce équitable agriéthique. Donc c'est deux voies, deux axes réglementaires qui sont extrêmement positifs et qui sont venus en effet développer notre label agriéthique sur le territoire. Vous voyez l'effet d'accélération, Olivier Canon ? Ah oui, très clairement, parce que cette loi Egalim, qui s'applique à toute la restauration collective, est un incitatif à toute la restauration collective pour acheter des produits de qualité supérieure. Après, la difficulté, c'est que on parle de label rouge, on parle de bio, c'est un surcoût qui est parfois très élevé, et pour certaines restaurations, c'est un peu compliqué. Et donc, notamment le commerce équitable ou d'autres approches peuvent permettre d'avoir ces produits Egalim, donc avec un moindre surcoût, on va dire, que les produits vraiment de qualité premium qui sont couverts par Egalim. Donc finalement, oui, c'est un vrai élément de développement d'Agriéthique et d'autres labels comme ça qui, sérieusement, en effet, basés sur des critères, labels, certifications, permettent d'avoir ces produits accessibles pour Egalim. Dernier mot, au moment où on enregistre cette émission, il y a des agriculteurs qui manifestent devant l'Assemblée nationale pour que, on va dire, le texte du plomb, la loi du plomb soit bien voté. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la bagarre parlementaire, mais ça vous semble un mouvement justifié ? Alors, de toute façon, les agriculteurs ont besoin de se faire entendre. Le problème qu'on a, je l'évoquais tout à l'heure avec Olivier, c'est que en tant que consommateur et citoyen, on veut manger local, on veut de la souveraineté alimentaire, on veut la transition, on veut rémunérer au juste prix l'agriculteur. Et de l'autre côté, on importe des produits qui ne respectent pas les mêmes règles. Ça ne peut pas fonctionner. Donc nous, ce qu'on préconise, et c'est ce que disait notamment Olivier, ce qu'on préconise déjà, c'est de se mettre d'accord sur le pilier économique, sur la juste rémunération. Une fois que tous les acteurs seront en accord sur des contrats à 3 ans, à 5 ans, on a même des contrats à 10 ans, nous, dans les filières poules pondeuses. Après, on pourra parler d'environnement et envisager la transition. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Gatien Brault, bonjour. Bonjour. Le cofondateur de Solar Brother, que vous avez créé en 2016 avec Gilles Gallo. Et avec quelle idée, c'est quoi Solar Brother ? Alors chez Solar Brother, nous concevons, produisons et diffusons des produits qui utilisent l'énergie solaire thermique afin de la mettre à la disposition du plus grand nombre. On veut faire découvrir en fait cette énergie autonome et économe au plus grand nombre.
Ça va du briquet au four, c'est ça? Ouais, c'est ça. On développe des produits à travers différents usages, que ce soit dans l'habitat, avec des barbecues solaires ou des séchoirs solaires pour déshydrater les fruits et légumes, et un chauffage solaire plus récemment, ou dans l'outdoor, avec des briquets solaires, des allumes-feu solaires, des fours solaires portables. Alors, on va prendre le tout dernier exemple. C'est une marmite solaire qui s'appelle Cosmo, c'est ça? Oui. Quelles sont ses caractéristiques? Alors, cette marmite solaire, on l'a lancée officiellement il y a quelques jours sur une campagne Ulule qui a connu un énorme succès au lancement, puisqu'on a fait plus de 500% en moins de 24 heures. Ok. Cette marmite, en fait, elle a une double peau. Donc, en fait, on va pouvoir conserver la chaleur à l'intérieur du plat. C'est une double peau en verre qui permet de laisser passer les rayons du soleil d'un côté, et à l'intérieur, vous captez les rayons du soleil et vous les transformez en chaleur. Et donc, ça permet de optimiser la cuisson solaire qui, jusqu'à aujourd'hui, était un peu de la cuisson douce, on va dire. Et donc, il fallait vraiment s'adapter à ce mode de cuisson. Là, on veut vraiment rendre le produit grand public grâce à un produit qui est simple d'utilisation et beaucoup plus performant. Allez, on prend un autre exemple. Ça s'appelle Sun Aero, médaille d'or au concours Lépine. Mais je ne peux pas faire la liste de toutes les médailles que vous avez eues au concours Lépine parce qu'il y en a eu quelques-unes. Ouais. Alors, c'est quoi Sun Aero? C'est du chauffage, c'est ça? Sun Aero, tout à fait. C'est un chauffage solaire. Un chauffage solaire, c'est un produit qu'on installe en façade de maison. Ouais. Il va capter l'air extérieur, la filtrer, chauffer cet air grâce à un système de panneaux solaires aérothermiques. Et de manière totalement autonome, il va permettre de ventiler et d'injecter l'air chaud à l'intérieur de la maison. Et c'est même réversible, j'ai lu ça en préparant l'émission, c'est-à-dire ça marche l'été et l'hiver, c'est ça? Alors, ça marche l'hiver pour chauffer l'air, et l'été, ça marche en rafraîchisseur nocturne, c'est-à-dire que si l'air extérieur est plus frais la nuit que l'air dans votre habitation, eh ben, on va tout simplement injecter de l'air frais dans votre habitat pour vous rafraîchir pendant la nuit. Et autant de clim utilisé en moins et d'électricité non utilisée. Vous êtes une entreprise solidaire d'utilité sociale. Pourquoi vous avez fait ce choix de l'économie sociale et solidaire? Alors, c'est un choix qui, en fait, par notre action, notre volonté de diffuser cette énergie solaire thermique auprès de tous, en fait, on le fait par un double objectif. Alors déjà, on conçoit, développe et produit, comme je disais, des produits solaires simples, innovants et performants, mais on met aussi à disposition nos plans. Ils sont en open source. Ils sont en open source, tout à fait. Et donc, ça permet à tout un chacun, soit de prendre du temps qu'on a et de développer cette énergie et de se fabriquer soi-même nos produits, soit de les acheter déjà tout faits. Et c'est par ce biais-là qu'on a obtenu l'agrément ESIUS en 2022 et plus récemment le label mondial B Corp. Oui, vous avez obtenu le label B Corp, bravo. C'est l'étape pour nous aussi. Effectivement, c'est une étape importante. Vos produits sont éco-conçus, c'est-à-dire que vous essayez, si vous êtes dans cette logique-là, d'avoir le moins d'impact possible? Oui, tout à fait. Alors, on développe avec des fournisseurs les plus locaux possibles. On a notre atelier de production dans le Var. Donc c'est nous-mêmes qui concevons et assemblons nos produits sur site. On est d'ailleurs actuellement en recherche de financement pour agrandir ce centre de production qui est situé proche de Carnoul. Donc on est beaucoup aidé aussi par la région sud. Et donc oui, on cherche déjà dans la conception à avoir des produits et des matières premières qui soient propres, mais aussi dans la conception à minimiser l'ensemble des impacts qu'il pourrait y avoir, et notamment le chauffage Sun Aero. Son brevet tient majoritairement sur le fait qu'il soit réparable et démontable, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de joint, rien, et donc avec 2-3 tournevis, on peut le réparer autant de fois qu'on veut si c'est nécessaire. Il est garanti 25 ans quand même. Bon, merci et bravo Gatien Brault, bon vent ou plutôt bon soleil à Solar Brothers. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain. Salut.